Mesdames et messieurs et tous ceux entre les deux, bonjour. Bienvenue à la grande finale de cette campagne électorale fédérale de l'été 2021. On est encore en été pour quelques jours. Je peux pas vous jurer que c'était une campagne enlevante, mais c'était une campagne et comme toujours, j'étais à l'écoute, aux aguets, pour réfléchir à l'avenir de la démocratie canadienne, franco-canadienne, québécoise et montréalaise avec vous. Premièrement, faut que je vous dise que, initialement, je me demandais pourquoi on s'en allait en élection. Il y avait des rumeurs là, depuis plusieurs mois, là, semaines, mois. Et quand j'ai compris un peu ce qui se passait avec l'histoire de la loi C10, j'ai compris ce que les libéraux essayaient de faire. Bon, la loi C10, c'est un enjeu que j'ai suivi très sérieusement. J'ai essayé même de m'impliquer à ma manière. Dans le fond, c'était la fameuse loi que moi, j'attends depuis extrêmement longtemps. J'attends ça depuis Mélanie Joly and before. C'est la loi qui allait se pencher sur la taxation des GAFAM, des géants informatiques. Moi qui travaille en culture, moi qui est actif sur les plateformes dites de nouveaux médias, ben, ça m'interpellait beaucoup. Je trouve que la culture numérique est sous-financée ici au Canada et au Québec. Et je trouvais que de taxer les géants informatiques américains pour qu'ils paient leur juste part et de se servir de ces fonds-là pour financer la culture numérique, notamment indépendante, ça valait la peine. Et là, on en avait un projet de loi qui s'en venait, le projet de loi C10, qui s'en allait donner un décret au CRTC qui réglemente les radiodiffusions et la communication au Canada pour que celui-ci crée quelque chose avec des fonds perçus des géants informatiques. Tu sais, autrement dit, là, si tu taxes YouTube, est-ce qu'on peut s'entendre que cet argent-là devrait servir à la culture numérique? Est-ce qu'on s'entend que c'est pas juste la culture numérique, genre les fonds déjà existants qui sont récupérés par les stations de télévision, là? La culture numérique indépendante comme celle que vous regardez présentement, et les créatrices sur TikTok, et les podcasts. Bref, mon point est le suivant. Oui, il est temps qu'on finance davantage la culture des indépendants et des petites boîtes de production canadiennes et québécoises. Ça va grandement aider l'industrie. Tu sais, moi, par exemple, là, si je voulais engager un caméraman ou un recherchiste présentement, mais il faudrait que je le paye de ma poche 30% plus cher que si j'étais une station de télévision parce que eux ont les crédits d'impôt et les subventions auxquelles moi, je n'ai pas droit. Et souvent, les fonds qui sont disponibles aux indépendants ou au numérique, mais sont récupérés par des grandes boîtes de télévision, des grandes boîtes de production ou des diffuseurs qui font des productions à 200 000 puis qui servent de ça dans leur enveloppe, alors que c'est des petites boîtes de production qui mériteraient, selon moi, d'avoir un coup de pouce du gouvernement pour qu'on puisse développer notre compétence numérique et se battre contre la culture française et américaine, deux cultures que j'adore, que je consomme énormément beaucoup. Mais si notre télé et notre radio et notre musique est subventionnée comme elle l'est présentement, c'est justement pour qu'on ait une chance que nos contenus soient aussi développés que les leurs. Parce que eux ont la démographie pour que des streams, ça se transforme en boîte de production et en projet géant. Alors que moi, sur une vidéo YouTube que je qualifie de réussie pour Fred Bastien, c'est-à-dire 3, 4, 5 000 views, pour moi, je suis très content. Mais ça, c'est à peu près 5 $ dans mon compte en banque, mesdames et messieurs. Si on finançait la culture, je pourrais continuer de vous créer des produits de qualité et il y aurait une équité entre les médias dits traditionnels et les médias numériques qu'il n'y a pas toujours présentement. Puis ça, c'est le futur, hein? Si on veut que nos créateurs de 2050, 2060, 2070 restent compétitifs, innovants et aient une place sur l'échiquier mondial de la production, ben, il faut commencer à leur donner les mêmes subventions et incitatifs fiscaux que les médias traditionnels ont présentement. Bref, vous constatez que c'est quelque chose qui me passionne. Et là, on avait un projet de loi qui s'en allait dans la bonne direction. Moi, je voulais même aller au CRTC une fois que le projet de loi allait passer, avec l'appui de certains YouTubeurs francophones et canadiens qui diraient, dans le fond, oui, c'est une bonne idée que l'argent de la taxation des géants informatiques est à la culture et le numérique indépendant, c'est de la culture. Mais là, sur le comité de cette loi-là, il y avait plein d'intervenants, dont des conservateurs. Et ils ont fait un filibuster, mesdames et messieurs. Savez-vous c'est quoi un filibuster? C'est quand tu es invité à un comité, puis pour faire perdre le temps à tout le monde, tu fais un speech de genre 8 heures. Ça se voit beaucoup aux États-Unis, à gauche comme à droite, là, il y a des républicains qui vont s'assurer que leur speech est tellement long que
la loi est juste reportée. Bernie Sanders le fait souvent aussi. Eh bien, ici au Canada, ça s'est fait pour cette loi-là. Et il n'y a pas si longtemps, moi aussi je croyais que les gouvernements minoritaires étaient le meilleur moyen de forcer le travail d'équipe des parlementaires pour que les meilleures décisions possibles sortent. Mais, malheureusement, faut constater que c'est pas tout le monde qui joue de bonne foi en politique. Je pense que des fois, on veut plus nuire à son adversaire que trouver la meilleure solution possible. Et je pense que c'est ce qu'on voyait avec des conservateurs sur le comité qui prenaient le plus de temps possible pour que la loi n'arrive jamais. Et je pense que c'est ce qui a donné le goût aux libéraux d'être majoritaires. Là, vont-ils le réussir ou non? Mais écoutez, on va le savoir très bientôt. Moi, je vote demain. Là. Vous écoutez ma vidéo la veille des élections. Peut-être que vous l'écoutez le jour même, ou dans 50 ans, aux Archives nationales. Mais bref, je peux comprendre que si tu essaies de passer des lois importantes, puis tu sais, il y en avait d'autres, là, notamment sur les thérapies de conversion, un sujet très épineux. Mais je peux comprendre que si la personne qui est devant toi fait tout pour te nuire, plutôt que de travailler en équipe avec toi pour passer à la prochaine étape, ben, tu as le goût de partir en élection. Est-ce que ce pari est-il bon? À suivre. Avec tout ce que je viens de vous dire, je suis pas exactement certain de pour qui je vais voter. Et dans ce cas-là, moi, je me rends toujours sur la boussole électorale. C'est un outil extraordinaire fait par nos fonds publics, justement, parlons de subventions, fait par Radio-Canada et CBC pour nous poser des questions. C'est un peu comme un test dans le magazine Cool. C'est pour savoir quel genre de parti politique es-tu. Parce que, vous savez, ceux qui suivent la chaîne savent qu'il y a quelques mois, j'ai déménagé à La Prairie. Et là, si vous voulez savoir comment ça se passe dans votre comté dernièrement, élection fédérale, afin de décider si vous allez voter avec votre cœur ou stratégique. Écoutez, là, on est au fédéral, là. Ouais, c'est ça. Alors, intéressant. Dans le fond, en 2019, le Bloc québécois a gagné dans mon comté. Alors que, OK, moi, je pensais que la Prairie, c'était un château fort libéral. C'est peut-être au provincial que ça se donne. Parce que je constate qu'on est ici avec Brossard, Châteauguay et Saint-Constant. OK, donc mon vote aura une importance, si je comprends bien. Là, les gens vont dire, mais Frédéric, ton vote n'a-t-il pas tout le temps une importance? Eh bien oui, c'est comme j'ai déjà dit dans le passé, quand tu votes, il y a un montant d'argent qui est remis au parti pour lequel tu as voté. Si tu votes pas, ce montant d'argent-là est redistribué aux partis qui sont les plus forts. Donc, si tu veux encourager un parti, même s'il n'a pas de chance de gagner, tu devrais aller voter pour lui donner ton petit 2$. Là, je sais pas c'est quoi exactement le montant. Et aussi, eux ont des incitatifs là, à avoir plus de votes. Ça leur coûte moins cher faire des élections quand le monde vote pour eux. Donc, ça vaut la peine. Puis c'est pas important de prendre une petite marche dans la vie. Qu'il fasse beau ou pas beau, on va sortir dehors, on va aller voir nos concitoyens et nos concitoyennes, on va mettre un X sur un papier, puis on va espérer que le monde va être meilleur. Tu sais, la démocratie, c'est extrêmement fragile. On le voit partout dans le monde, mais aussi proche de chez nous. Il y en a qui ont de la difficulté à voter. Il y en a qui ont de la difficulté à avoir des lois qui leur permettent de voter. Il y a beaucoup de suppression des votes, pas loin de chez nous. Et il y a plusieurs pays dans le monde qui n'ont pas la chance de dire ce qu'ils veulent sur leur gouvernement. Un moyen direct d'avoir un impact sur la culture et la politique d'un pays. Alors, mon petit X, je le ferai fièrement. Bon! Maintenant, pour qui je vais voter? Ben, amusons-nous, mesdames et messieurs. Faisons la boussole électorale de Radio-Canada. Premièrement, commençons. Là, je vous montrerai pas mon code postal. Alors, je vais censurer à l'instant. On s'entend aussi, c'est un très bon moyen de faire de la recherche. C'est un peu un sondage, dans le fond, ce que je suis en train de faire en même temps. Là. Bon, alors la dernière fois, dans mon comté, le libéral a perdu par 3000 voix à peu près. Alors que loin derrière, il y avait les conservateurs, le NPD et les Verts. Et le People's et les marxistes-léninistes. Quand même pas pire. Le People's Party et les marxistes-léninistes, bon dernier. Alors, voilà les statements. On commence avec les questions de type magazine cool. Certaines provinces paient plus que leur juste part pour soutenir le reste du pays. Ça, c'est une question sur la péréquation. Neutre. Aucune idée. C'est parce que ça dépend de tellement de facteurs. Combien les grandes entreprises doivent-elles payer d'impôts? Ça, c'est un enjeu compliqué. Parce que il va y avoir une fuite du capital si tu augmentes trop les impôts des grandes entreprises et des individus riches. Tu sais, moi aussi, je pense que les gens riches devraient payer leur juste part, mais premièrement, c'est quoi leur juste part? Puis deuxièmement, si tu fais des règlements qui les obligent à payer plus, ben ça a un incitatif de plus à ce qu'ils aillent aux îles Canaries, mettons, dans des paradis fiscaux. Donc, combien les grandes entreprises devraient payer d'impôts?
On va dire un peu plus. Regarde, un tout petit peu plus. On va quand même mettre un peu de pression, parce que c'est important, surtout les grandes entreprises informatiques, mettons. Combien d'efforts le gouvernement canadien devrait-il faire pour réparer les torts causés au peuple autochtone dans le passé? Moi, je dis beaucoup plus. Honnêtement, c'est un scandale qu'on continue de cacher les pans de notre histoire comme ça. Moi, j'essaie, à ma manière, d'être solidaire avec les peuples autochtones et je suis loin d'avoir un comportement aussi exemplaire que certains de mes pairs. L'honnêteté, je pense que c'est une bonne manière d'aller de l'avant. Puis ça me surprend que c'est pas tout le monde qui savait que nos ancêtres caucasiens, notamment via le gouvernement, la police et les églises catholiques, ont créé des dommages énormes aux Autochtones en les volant, en les pillant, en les violant, en les tuant, en les rendant malades. Si on n'est pas capable de s'admettre ça, que quelque part dans notre lignée, il y a des gens qui ont grandement bénéficié de ça, on ne pourra jamais aller de l'avant. Bref, beaucoup plus. Combien le gouvernement canadien devrait-il dépenser pour les services de police? Ni plus ni moins. Moi, je suis pas un partisan de defund the police. On va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. À quel point l'avortement devrait-il être accessible au Canada? Ben là, il est-tu pas accessible? Tu sais, je veux dire, je comprends qu'on est chanceux ici, là, on a un système de santé publique, puis on est quand même dans un pays progressiste. Mais là, êtes-vous en train de me dire que l'avortement n'est pas accessible au Canada? Il y a sûrement certaines communautés où c'est difficile. Je vais dire un peu plus encore. Toutes les armes à feu semi-automatiques devraient être interdites au Canada. Comment tu vas faire tes vidéoclips de rap, man? Neutre. Seuls ceux qui parlent à la fois l'anglais et le français devraient être pris en considération pour les postes les plus élevés du gouvernement fédéral. Fortement d'accord. Le Canada est un pays bilingue et j'en suis très fier. Le Canada devrait décriminaliser la possession de drogue illicite à des fins personnelles. Fortement d'accord. Je pense que la légalisation du cannabis est un grand win pour notre société. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin au niveau de la réduction des méfaits. Je pense que c'est important de changer notre philosophie par rapport à la guerre sur les drogues. Moi, je sais que si toutes les drogues devenaient légales au Canada, ma consommation ne changerait pas. Je sais aussi que ça aiderait bien du monde à sortir du trouble. Je crois à l'intervention sociale. Je pense qu'on peut mieux faire en tant que société par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde qui sont dépendants aux opiacés et c'est des drogues légales. On a beaucoup à réfléchir par rapport à ça. Tous les Canadiens devraient avoir accès à des médicaments d'ordonnance payés par le gouvernement. C'est compliqué, là. Ça coûte cher, la santé. Je vais répondre plutôt en désaccord. Le gouvernement fédéral devrait garantir un revenu minimum à tous les adultes canadiens, qu'ils aient un emploi ou non. Pour moi, c'est évidemment non. Je crois au filet social, je crois en la social-démocratie, mais je crois qu'un revenu minimum garanti, c'est un incitatif à perdre un sens à ce qu'on fait. Je pense que si tu perds ton emploi, tu devrais avoir les outils pour te reconstruire puis pour trouver une autre mission. Mais si tu n'as juste pas de mission, la vie va être longue, man. Le Canada devrait couper ses liens avec la monarchie britannique. On peut-tu dire genre 1 million de pourcents oui? On ne devrait plus construire d'oléoducs au Canada. OK, voici le gros problème, OK? Le gros problème, c'est que, évidemment, l'avenir est aux énergies vertes. Au Québec, on est extrêmement chanceux. On a de l'hydroélectricité. Là, justement, juste ici à la Prairie, Hydro-Québec vient de faire un test, vient de lancer une centrale d'énergie solaire. On a de l'énergie renouvelable, mais c'est pas partout où c'est aussi accessible. Puis tu sais, 2035 au Canada, il n'y aura plus d'auto à essence qui va se vendre. C'est pas demain, le 2035. Puis même une fois que ça c'est fait, il va y avoir des autos usagées encore sur le marché. Là. Il y a encore un autre 20 ans de véhicules à essence sur les routes. Donc, on n'est pas sorti du pétrole encore. Oui, on veut sortir du pétrole, puis oui, il y a moyen de le faire, mais c'est pas demain matin qu'on va soudainement ne plus être dépendant à l'essence. Donc, ça prend une transition, mais on veut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, neutre. Combien d'efforts devrait-on faire pour répondre aux demandes d'accommodement des minorités religieuses du Canada? Honnêtement, je vais dire ni plus ni moins. Je crois que la spiritualité, c'est important, mais le dogme, c'est un cancer. À quel niveau devrait être le salaire minimum fédéral? Un peu plus haut. Ça n'a pas de bon sens que le coût de la vie augmente autant et que les salaires ne suivent pas. Le gouvernement fédéral devrait accorder la priorité aux minorités visibles au moment de l'embauche. Intéressant, intéressant. La fameuse discrimination positive. Quelle bonne question. C'est parce que la phrase est tellement large, tu sais. Évidemment, je crois au racisme systémique et je crois qu'il y a beaucoup d'inégalités qu'on doit rattraper. Donc, sachant que je viens de dire ça, je vais répondre plutôt d'accord. Faut juste maintenir un idéal de méritocratie, même si cet idéal n'existe pas présentement, parce que comme on vient de dire, il y a du racisme dans le système. Donc, une question d'équilibre à aller chercher, je réponds plutôt d'accord.
Combien les personnes les plus riches devraient-elles payer d'impôts? C'est compliqué parce que quand tu augmentes les taxes des plus riches, il y a une fuite du capital puis le monde s'en va sur les îles Canaries. Aussi, il faut définir c'est quoi les riches, là. Tu sais, il y a combien de millionnaires au Canada? How many millionaires in Canada? Bon, il y a 1 681 000 millionnaires au Canada, selon Wikipédia. Moi, c'est une source que j'aime beaucoup, parce qu'il y a le pouvoir dans la communauté. Donc, est-ce que ce 1 600 000 de personnes-là, c'est considéré comme des riches, ou on est comme dans le niveau 100 millions, ou dans le niveau Jeff Bezos, hein? Considérant que la question est imprécise, je vais répondre ni plus ni moins. En passant, pas mal tout le monde au Canada est riche, si tu compares avec le reste du monde. T'sais, si tu fais en haut de 30-35 000 $ par année, okay, tu es dans le 1% mondial. Pense à ça. Le Canada devrait renommer les espaces publics qui portent le nom de personnages historiques accusés de racisme. Fortement d'accord. La culture, ça évolue, puis un recul sur l'histoire, ça fait qu'on a le droit de changer qui on érige en monument. Le déficit du budget fédéral devrait être réduit, même si cela entraîne une diminution des services publics. Ça, cette question-là, c'est « Allez-vous voter conservateur? » On va le surveiller encore, parce que tous les gouvernements mondiaux, présentement, ils impriment de l'argent comme de l'eau. Tout le monde s'endette davantage, mais dévalue sa monnaie en même temps, en mode genre « C'est pas trop grave, notre production, elle augmente, fait que c'est pas si pire. Notre pourcentage de la dette versus le PIB, c'est correct. » Fait que, n'étant pas pour l'instant un expert en politique monétaire internationale, je vais répondre neutre. Le Québec devrait devenir un État indépendant. Celle-là est pour Thomas Gauthier. Les lois couvrant les droits de la personne au Canada devraient exiger que les personnes transgenres soient désignées par leur pronom de genre déclaré. Autant je ne veux pas être transphobe, autant il y a un petit côté libertaire en moi qui dit « Attends là, l'État va décider de comment je parle? » Neutre. Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? Ni plus ni moins pour moi. Faut pas qu'il y en ait trop parce qu'on veut pas un système à 2 vitesses. Puis je pense que des fois c'est quand même utile parce que l'innovation vient du privé puis ensuite ça peut donner des conclusions intéressantes au système public qui peut matcher cette innovation. Donc je mets ni plus ni moins. Dans quelle mesure les peuples autochtones devraient-ils avoir leur mot à dire sur la façon dont les ressources naturelles du Canada sont utilisées? Un peu plus, c'est certain. Surtout que ça passe souvent par leur territoire. Il y a tellement de peuples autochtones qui étaient nomades que lorsqu'on a décidé qu'il y avait des réserves, on a enfermé dans un territoire alors qu'avant ils se promenaient. Ça, je trouve ça absolument inhumain. Donc, certainement un peu plus. Combien le gouvernement fédéral devrait-il faire payer aux Canadiens pour chaque tonne de gaz à effet de serre qu'ils émettent par la combustion de combustibles fossiles? Oui, hein? Moi, je vais dire un peu plus. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je crois aux taxes qui créent un incitatif pour prendre les meilleures décisions collectives. Pas pour rien qu'on taxe les paquets de cigarettes. Puis d'ailleurs, on devrait taxer le vapotage. C'est un fléau chez les jeunes présentement. Les lois canadiennes contre les discours haineux imposent trop de limites à la liberté d'expression. Ça, c'est la question Maxime Bernier. La vraie réponse à cette question-là, ça va venir avec le jugement en Cour suprême de Mike Ward. Si Mike Ward gagne, pas de problème. Ça s'est rendu en Cour suprême puis c'est réglé. Si Mike Ward perd, grave problème. Donc pour l'instant, je reste neutre. Le Québec devrait être formellement reconnu en tant que nation dans la Constitution, certainement. On est passé proche d'ailleurs, hein? Là, récemment, là, les libéraux ont reconnu, mais Harper avait reconnu la nation québécoise. Ça, c'est extraordinaire. Un des meilleurs moments de l'ère Harper. Et là, récemment, là, on a fait des changements de notre côté à la Constitution canadienne, puis Justin a dit « All right ». Fait que c'est important qu'on puisse s'autodéterminer au sein même de ce beau pays que j'aime. Donc, fortement d'accord. Et ça va me donner des points pour le bloc. Les gens devraient obligatoirement présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 afin d'assister à des événements publics. Je vais y aller pour plutôt d'accord. Faut pas que ce soit permanent. Je pense que c'est dans l'optique d'une sortie de crise. C'est ça qui est important. Tu sais, l'histoire du vaccin, là, les gens disent « C'est mon choix, c'est ma liberté, nan, nan. » Je comprends, mais il y a le fameux principe philosophique que ta liberté s'arrête lorsqu'elle commence à empiéter sur celle des autres. Puis, prendre ou non un vaccin, c'est pas juste une décision personnelle, c'est aussi une décision pour tout le monde autour de toi qui souffre de la COVID et des mesures de la COVID depuis des mois. Donc, on peut-tu, s'il vous plaît, pas retarder le groupe? Bien manger, faire du sport, prendre la vitamine D, faites-vous vacciner. Combien d'argent le gouvernement fédéral devrait-il donner aux Canadiens dont l'emploi a été perturbé par la pandémie de COVID-19? Ben là, ils n'ont donné pas mal, là, fait que c'est un peu moins, là. Tu sais, je crois en l'ingéniosité humaine, puis je pense que c'est possible de se réinventer. C'est un peu un meme, là, se réinventer en pandémie, mais je connais plein de monde là, qui se sont réinventés en pandémie. Et moi, je l'ai fait.
tu peux le faire. I believe in human ingenuity. Combien d'efforts le Canada devrait-il faire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Un peu plus. Un peu plus. Ça s'en vient. Faut aplatir la courbe. Hein, la courbe des gaz à effet de serre. Je dirais pas beaucoup plus parce que les extrêmes, ça amène au dark side de la force, comme dans Star Wars. Un peu plus. Combien d'immigrants le Canada devrait-il admettre? Là, surtout qu'on en a moins admis récemment. Moi, je vais dire un peu plus. Parce qu'il faut faire attention de ne pas débalancer là, les structures économiques du pays, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Tu vas faire quoi? Puis moi, j'ajoute aussi que la reconnaissance des acquis devrait vraiment être optimisée là, pour les immigrants qui arrivent ici. Là. Je donne un exemple très, très précis. J'ai un bon ami que ses deux parents étaient médecins dans leur pays d'origine. Ici, au Québec, ils sont préposés. S'il vous plaît, on a besoin de médecins. On peut-tu reconnaître les compétences ou faciliter leur formation? Donc, un peu plus. Quel contrôle le gouvernement fédéral devrait-il avoir sur ce que les Canadiens disent en ligne? Ah, que j'aime pas cette question-là. Parce que c'était pas ça, la loi C10. Mais les conservateurs ont flippé ça en « c'est ça, la loi C10 ». C'est une question de promouvoir le contenu local, pas de dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc, considérant que j'aime pas la question, je vais répondre ni plus ni moins. Et on va arriver au résultat, mesdames et messieurs. Ah, il y a une question du jour. OK, on ajoute. Le gouvernement fédéral devrait faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les acheteurs étrangers d'acheter des maisons au Canada. Fortement d'accord. Je pense que ça contribue à la crise du logement. D'ailleurs, ça prend plus de logements abordables. D'ailleurs, ça prend plus de monde qui construisent plus de logements. Ça passe beaucoup par les municipalités. Donc, intéressez-vous aux lois de vos municipalités. Parce que ça, je pense qu'en augmentant le supply and demand, en augmentant l'offre, on va avoir des meilleures options pour avoir du logement abordable. Donc, fortement d'accord, ça doit être plus difficile pour les acheteurs étrangers, surtout à Vancouver, à Toronto, mais là, ça s'en vient à Montréal, là, c'est déjà commencé. Ça contribue à faire exploser le prix des maisons. Ah, il y en a d'autres. OK, on continue. Le gouvernement fédéral devrait donner de l'argent directement aux parents pour leurs frais de garde d'enfants plutôt que de financer des places en garderie plus abordables. Ah, ça, c'est la question pour les conservateurs. O'Toole, il veut faire ça. D'ailleurs, très drôle, Erin O'Toole, le chef conservateur le plus à gauche depuis longtemps. Voyons voir si ça va payer. Ou s'il va se faire manger tous ses appuis de droite par Maxime Bernier, genre. Donc, de l'argent directement aux parents pour leurs frais de garde plutôt que... Parce qu'ici au Québec, on est privilégié parce qu'il y a déjà des services de garderie. Il y a déjà des services de garderie gouvernementaux. Donc, moi, je souhaite à tous les Canadiens d'avoir ce privilège extraordinaire. Mais là, je réponds neutre parce que la question est trop wordée pour les conservateurs. Neutre. Le gouvernement fédéral devrait adopter des mesures pour faire baisser le prix des maisons au Canada. Ben oui, plutôt d'accord, c'est important. Oh! Quel que soit le parti pour lequel vous avez l'intention de voter à l'occasion de la prochaine élection, quelle est la probabilité que vous appuyez le Parti populaire du Canada? Ça, je vais répondre « ne sais pas ». Je vais laisser quand même un petit mystère. Ne sais pas. Quelle impression avez-vous de la compétence de Justin Trudeau? Un bon leader politique, c'est un cheerleader. Justin a tout ce qu'il faut pour être le package, pour livrer le message de ceux qui prennent réellement les décisions. Pour sa politique internationale, je donne un 8. Bon, alors je suis rendu au résultat. Là, ça va faire là, les sondages de Radio-Canada. Je veux savoir pour qui voter. Je ne vais pas vous dire pour qui je vote. Alors, je pense que nous sommes au bout. Les résultats, mesdames et messieurs, nous y voilà. Et, wow! Un individu équilibré quand même. Pas très surpris. Alors, PLC, Bloc québécois, on sent le franco-canadien, québécois, aristocratique, un peu de gauche. Quand même, ça démontre que le Parti conservateur est pas très loin. Hein? Je suis là à 57%. Mais c'est parce que leur plateforme se ressemble tellement au Parti libéral, Parti conservateur ces temps-ci. La vraie question, c'est si Erin O'Toole est élu, est-ce qu'il va rester autant centre-gauche / centre-droite qui est présentement, ou il va virer complètement Harper? Ben voilà, mesdames et messieurs, regardez sur la carte, là. Je suis comme un peu en haut à droite. Ah, tu vois, c'est intéressant. Je suis progressiste, mais économiquement un peu à droite. Ça me ressemble pas mal, ça. Je me reconnais dans ça. Alors voilà, mesdames et messieurs. Vous avez la réponse si vous vous demandiez pour qui voter demain. Ben, laissez faire mes résultats, puis allez faire vous-même la boussole électorale. Je mets bien sûr le lien dans la description. C'est un service offert par Radio-Canada. C'est en anglais, c'est en français. Ça vous permet de mapper votre position dans le paysage politique. Ou rendez-vous sur place, écoutez votre cœur, puis mettez un X dans un carreau à la bonne place pour ceux et celles qui sont battus pour votre droit de le faire dans les dernières années. Peace, love, rock and roll, bonne élection. Puis bonne chance à tous les Canadiens, Canadiennes et ceux entre les deux.